l'âme humaine au-dessus des besoins et des désirs animaux. Adam Weishaupt devint lui-même franc-maçon en 1777, l'année suivant la fondation des Illuminati, en intégrant une loge de Munich. Le comte Mirabeau, qui fut plus tard le dirigeant révolutionnaire français, était au courant tant de l'intention que de la raison secrète de Weishaupt de rejoindre les francs-maçons, car ses mémoires incluaient un document daté de 1776 qui présentait un programme identique à celui des Illuminati et dont son histoire de la monarchie prussienne, et se réfère nommément à Weishaupt et aux Illuminati. Il dit, ouvrez les guillemets, la loge Théodore de Bon Conseil à Munich, au sein de laquelle il y avait quelques hommes ayant de l'intelligence et du cœur, était fatigués d'être ballottés par les vaines promesses et querelles de la franc-maçonnerie. Les chefs se résolvèrent à greffer sur leur branche une autre association secrète qu'ils nommèrent l'Ordre des Illuminés et la modélèrent sur la Compagnie de Jésus, tout en proposant des vues diamétralement opposées. Ce sont précisément l'intention et la méthode décrites par Weishaupt dans sa propre correspondance, et c'est la preuve que Mirabeau, le dirigeant révolutionnaire, les connaissait à l'époque, c'est-à-dire en 1776. Depuis, ces mots suggèrent que la société secrète des Illuminati fut fondée dans l'intention explicite de prendre le contrôle de la franc-maçonnerie et, à travers elle, de provoquer et diriger la révolution. La complicité de Mirabeau concernant toute l'entreprise depuis le début est suggérée par le fait que le document daté de 1776, l'année de la fondation des Illuminati, lui attribue le nom de couverture illuministe Arcesilas, si bien qu'il dut être un membre fondateur avec Adam Weishaupt et par la suite un illuminé important. Mirabeau, en tant que lien entre Weishaupt et la Révolution française, est incontournable. L'éditeur de ses mémoires, M. Barthou, fait observer que le plan de réforme de 1776 trouvé dans les documents de Mirabeau ressemble beaucoup dans certaines parties à l'œuvre accomplie plus tard par l'Assemblée constituante, le Parlement révolutionnaire de 1789. C'est une autre façon de dire que le travail de l'Assemblée constituante ressemblait beaucoup au plan d'Adam Weishaupt en 1776, lorsque Mirabeau et lui étaient en train de fonder les Illuminati et prévoyaient ensemble de prendre le contrôle de la franc-maçonnerie. Les autres étapes de la capture clandestine de la franc-maçonnerie par Weishaupt sont également claires dans ses archives. Au Congrès général de 1782, 7 ans avant la Révolution, Wilhelmsbad, les Illuminati attirèrent dans des recrues que l'ordre de la stricte observance, auparavant le corps le plus puissant de la franc-maçonnerie, cessa d'exister. La voie vers la victoire totale dans le monde maçonnique fut ouverte quand les Illuminati recrutèrent des deux personnages les plus importants de la franc-maçonnerie allemande, le duc Ferdinand de Brunswick, futur pénitent, et le prince Karl de Hesse. En 1785, des émissaires illuministes assistèrent à un autre congrès général à Paris et dès ce moment, il semble que la planification détaillée de la Révolution devint la tâche de la loge des Amis réunis, qui était une couverture pour les Illuminati. L'effacement des traces à ce stade est le résultat de la notoriété que l'ordre acquit en Bavière de sa proscription l'année suivante, en 1786, et de la destruction des preuves. Néanmoins, en 1787, les mêmes émissaires vinrent en visite à Paris sur l'invitation du comité secret de la loge. Même avant que la révolution ne soit vraiment étendue, le fait qu'elle ait été provoquée et dirigée par l'illuministe était connu et public. L'acte d'accusation et d'avertissement prononcé par le marquis de Luchet se révèle être aujourd'hui une prédiction étonnamment exacte, non seulement concernant le cours que la Révolution prendrait en France, mais aussi le cours ininterrompu de la Révolution mondiale jusqu'à nos jours. Déjà en 1789, il écrivit: ouvrez les guillemets, sachez qu'il existe une conspiration en faveur du despotisme contre la liberté, de l'incompétence contre le talent, du vice contre la vertu, de l'ignorance contre l'instruction. Cette société vise à diriger le monde. Son but est la domination universelle. Aucune calamité de ce genre n'a encore jamais affligé le monde. Deluchet décrivait précisément le rôle que le monarque serait forcé de jouer pendant la phase de Girondin. Ouvrez les guillemets. Le voir condamné à servir les passions de tout ce qui l'entoure, à élever des hommes avilis au pouvoir, à prostituer son jugement par des choix qui déshonorent sa sagesse, et la situation critique dans laquelle la Révolution laisserait la France.
Nous ne voulons pas dire que le pays où règnent les illuminés cessera d'exister, mais il tombera dans un tel degré d'humiliation que ne comptera plus dans la politique, que la population diminuera si l'on ne tenait pas compte de son avertissement, s'écriait Deluchet. Il aurait une série de désastres dont la fin se perd dans l'obscurité des temps. Un feu souterrain couvant éternellement et éclatant périodiquement en explosions violentes et dévastatrices. Les événements des 165 dernières années ne furent pas mieux décrits que dans ces paroles de Luchet qui les avait prédits. Il prédit également les mécènes libérales et progressistes de la Révolution qui devaient grandement aider à provoquer les explosions violentes et dévastatrices de ces 165 années. Ouvrez les guillemets. Il y a trop de passions qui voient un intérêt à soutenir le système des illuminés, trop de dirigeants trompés, s'imaginant eux-mêmes éclairés, prêts à précipiter leur peuple dans l'abîme. Il prévit la force et l'entreprise ininterrompue de la conspiration. Ouvrez les guillemets, les chefs de l'ordre n'abandonneront jamais l'autorité qu'ils ont acquise ni le trésor dont ils disposent. Deluchet appela la franc-maçonnerie à nettoyer ses écuries tant qu'il en était encore temps. Ne serait-il pas possible de diriger les francs-maçons eux-mêmes contre les illuminés en leur montrant que pendant qu'ils travaillent à maintenir l'harmonie dans la société, les autres sèment partout les graines de la discorde et préparent la destruction finale de leur ordre. 165 ans plus tard, en Grande-Bretagne et en Amérique, les hommes appelèrent leur gouvernement en ces termes exacts et tout aussi vainement à purger les fonctions et services publics en expulsant les illuminés appelés alors communiste. La portée de la prédiction de Luchet est donnée par le fait qu'il écrivait en 1789, alors que la Révolution française était à peine une révolution, elle était universellement considérée comme une simple réforme modérée et salutaire qui laisserait au monarque un pouvoir raisonnable, corriger des maux évidents et établir la justice et la liberté pour toujours dans une France heureuse et régénérée. C'est encore la croyance générale en 1790, lorsque de l'autre côté de la Manche, un autre homme vit la vraie nature de la Révolution et, ouvrez les guillemets, prédit avec une étrange exactitude le cours des événements, pour citer M. John Morley, son biographe, plus d'un siècle plus tard. Edmund Burke, un Irlandais, fut l'un des plus grands orateurs que la Chambre commune britannique ait jamais connu. Le temps est le révélateur de la qualité d'un tel homme, et au fil des années, les expressions utilisées dans son attaque contre la Révolution française résonnent encore plus magnifiquement, comme dans le cas de Luchet. Ce qui est frappant est que cette attaque fut publiée en 1790, alors que les noms de Robespierre et de Danton étaient à peine connus, avant que le mot République n'ait été entendu, alors que le roi attendait avec impatience de longues années de règne constitutionnel, alors que la France entière célébrait joyeusement l'amélioration pacifique qui venait d'être réalisée. L'ombre du doigt tendu de Burke traversa soudainement cette scène heureuse, pointant comme un prophète inspiré vers la ruine prochaine. Son biographe dit, ouvrez les guillemets, il n'est pas étonnant que quand le nuage éclata et que la ruine fut accomplie, les hommes se tournèrent vers Burke, comme ils se tournaient autrefois vers Ahitophel, à qui ils demandaient conseil comme s'ils demandaient l'oracle de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas l'image exacte de ce qui se produisit quand l'avertissement de Burke se réalisa. De nombreux hommes se retournèrent contre Burke et non vers lui, précisément parce qu'il avait dit la vérité. En effet, le pouvoir que la conspiration même à cette époque exerçait sur la presse et le débat public est très clairement montré dans la manière dont la flatterie à son égard se transforma subitement en attaque et en diffamation après qu'il eut publié ses réflexions sur la Révolution. Les illuminés et les organes et orateurs, ouvrez les guillemets, les libéraux et progressistes, contrôlés par ces derniers, avaient beaucoup compté sur Edmund Burke, car il avait soutenu la cause des colons américains une décennie plus tôt. Comment pouvait-il soutenir une révolution et en attaquer une autre, demandèrent-ils avec colère, et Burke fut l'objet d'une attaque générale que la presse unie à notre époque garde en réserve pour tout homme qui exige publiquement une enquête sur le communisme au sein du gouvernement. Si Burke avait suivi la ligne progressiste et avait prétendu que la Révolution française aiderait, entre guillemets,
L'homme du commun, la flatterie à son égard aurait continué, mais dans ce cas, rien de ce qu'il eût dit n'aurait eu de valeur durable ou ne serait resté dans les mémoires aujourd'hui. Les choses étant ce qu'elles sont, les paroles inspirées de son attaque contre la Révolution ont la lueur impérissable de l'or. Ouvrez les guillemets, elle s'en est allée, cette sensibilité de principe, cette chasteté d'honneur que ressentait la souillure comme une blessure. L'âge de la chevalerie a disparu, celui des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé, et la gloire de l'Europe s'est éteinte pour toujours. Si ces mots eût aussi été une prophétie inspirée, et en 1955, il semble plus exact qu'il ne l'était même en 1790, au moins la chrétienté et l'Occident trouvèrent en Raymond Burke un pleureur éloquent et noble, car il connaissait la différence entre les révolutions aussi clairement qu'il vit la véritable nature de l'événement de France. Il n'était pas prêt d'être abobiné par le fait que quelqu'un avait qualifié trompeusement de révolution une guerre coloniale d'indépendance menée par des propriétaires terriens en véritable ami de la liberté. Il avait soutenu l'offre des colons de s'autogérer et d'être maîtres chez eux. Il n'avait pas la moindre ressemblance entre leur motivation et celle des hommes secrets qui, comme Burke le décela, étaient derrière la Révolution française. Il tendit donc un doigt accusateur et ne tint aucun compte des reproches des libéraux et des progressistes, tout comme il n'avait pas tenu compte de leur flatterie auparavant. Edmund Burke savait assurément que leur éloge n'avait alors pas été animé par une quelconque sympathie pour les marchands du Nouvelle-Angleterre ou les planteurs du Sud. En Amérique, à ce moment-là, le sentiment général à propos de l'événement en France était une sensation d'illusion provoquée par la confusion des idées que Burke rejetait. Il avait pour lors la notion populaire qu'une autre révolution bienveillante s'était produite, quelque peu semblable à la révolution américaine. Il y eut une frénésie française, transitoire, où les Américains portèrent les cocardes et des bonnets phrygiens, dansèrent, festoyèrent et défilèrent sous des drapeaux français américains entremêlés et crièrent, entre guillemets, liberté, égalité, fraternité. Avec la terreur, cette phase d'illusion fut suivie d'une phase de dégoût et d'horreur. Les leaders jacobins dirigèrent la terreur, et comme de bons illuminés, ils utilisaient les pseudonymes classiques tels que l'avait initié Spartacus, Weishaupt lui-même. Chomet était Anaxagoras. Claude, décrit comme un baron prussien, était Anacharsis. Danton, Horace, Lacroix, Publicola et Roncin, Scaevola. Lorsqu'ils eurent réussi la phrase Kerensky, ces territoires exécutèrent finalement le plan des Illuminés, et par le meurtre d'un roi et la profanation des églises, exprimèrent les deux notions principales de ce plan, la destruction de tout gouvernement légitime et de toute religion jusqu'à maintenant. Cependant, ils n'étaient eux-mêmes que des outils, car un contemporain, Lombard de Lande, écrivit sur cette convention la plus secrète qui dirigea tout après le 31 mai un pouvoir occulte et épouvantable dont l'autre convention était devenue l'esclave qui était composée des principaux initiés des illuminismes. Ce pouvoir était au-dessus de Robespierre et des comités du gouvernement. Ce fut ce pouvoir occulte qui s'appropria des trésors de la nation et les distribua aux frères et amis qui avaient contribué aux grandes œuvres. Cette image d'homme haut placé faisant la volonté d'une secte suprême, dissimulée mais manifestement dirigeante, qui donne à la Révolution l'aspect d'un spectacle de marionnettes démoniaques joué sur fond de flammes rouges vacillantes dans une odeur de soufre. La Révolution, non pas la Révolution française, quelle que soit la véritable nature de la Révolution anglaise. Il y a eu depuis 1789 qu'une seule révolution permanente. Il n'y a pas eu d'éruption épisodique, déconnectée en 1848 et en 1905, et ainsi de suite, mais des éruptions récurrentes d'un feu souterrain couvrant éternellement, que de Luchet et Burke avaient prédit avant l'événement. Toutefois, la preuve fournie par elle de l'utilisation d'hommes dans un but incompris de ceci donne à la Révolution jadis et maintenant son empreinte singulière et satanique. Elle est, comme Lombard de Langres l'écrivit, entre guillemets, le code de l'enfer. Alors que la Révolution
déclinés, 3 hommes émergèrent en France, en Angleterre et en Amérique qui virent clairement 3 choses la concernant. Ils virent que son cours avait suivi le diagramme révélé par les documents Illuminati en 1787, que cette société secrète avait été capable, au travers de la franc-maçonnerie, de la provoquer et de la diriger, et que la Ligue secrète des conspirateurs, avec son plan ininterrompu pour la révolution mondiale, avait survécu et préparé les prochaines explosions violentes et dévastatrices prédites par Deluchet. Ces 3 hommes étaient l'abbé Baruel, jésuite et témoin oculaire de la Révolution, le professeur John Robinson, un scientifique écossais qui pendant plus de 20 ans avait été secrétaire général de la Société royale d'Édimbourg, et le révérend Jedediah Morse, ecclésiastique et géographe de Nouvelle-Angleterre. Ils étaient tous 3 des hommes distingués. Les ouvrages de l'abbé Barwell et du professeur Robinson et les sermons du révérend Morse, tous de 1797 à 98, reçurent de nombreuses éditions et sont encore indispensables aux étudiants de notre époque. Leurs œuvres et leurs paroles attirent énormément l'attention du public et ils furent soutenus depuis Philadelphie par William Cobbett dans son journal Porcupine Gazette. Il semble que M. Cobbett fut conduit à l'exil par le même pouvoir occulte qui avait entrepris de détruire M. Barwell, Robinson et Morse. Le verdict de l'abbé Barwell sur ce qui s'était produit était identique à la prophétie de Deluchet auparavant et à l'analyse de Lord Acton beaucoup plus tard. Ouvrez les guillemets, nous démontrons que même pour les actes les plus horribles commis pendant la Révolution française, tout fut prédit et déterminé, combiné et prémédité, qui furent le résultat d'une infamie mûrement pensée, puisqu'ils avaient été préparés et produits par des hommes qui possédaient seuls la clé de ces complots et de conspirations, se cachant dans les réunions secrètes où ces derniers avaient été conçus. Bien que les événements quotidiens ne semblent pas avoir été combinés, il existe néanmoins un agent secret et une cause secrète provoquant chaque événement et détournant chaque circonstance vers le but longtemps recherché. La grande cause de la Révolution, ses caractéristiques principales, ses crimes atroces resteront toujours une chaîne continue d'infamie profondément ancrée et préméditée. Les 3 hommes en arrivèrent à la même conclusion, ouvrez les guillemets, une conspiration antichrétienne, pas seulement contre les rois, mais contre chaque gouvernement, contre toute société civile, même contre toute propriété, quelle que soit. L'abbé Barwell, une association a été formée dans le but exprès de déraciner tous les établissements religieux et de renverser tous les gouvernements existants d'Europe et dans le monde. Prof. Robinson, le but express est de déraciner et supprimer le christianisme ainsi que les autres religions, et de renverser tous les gouvernements civils. Monsieur Morse, il convient de ce qui était arrivé n'était pas simplement un épisode en France, né de circonstances françaises, mais l'œuvre d'une organisation au plan continu dans tous les pays, un plan universel. Il convient que cette organisation était la société secrète des Illuminati, qu'elle avait inspiré et contrôlé la phase terroriste de la Révolution, qu'elle avait survécu et qu'elle était établie et forte en Angleterre et aux États-Unis. L'abbé Barwell en particulier donne un avertissement sur ce dernier point. Les paroles et les écrits de ces 3 hommes furent soutenus par les hommes publics importants de leur époque et furent si pleinement corroborés par les événements, particulièrement à notre siècle, qu'historiquement ils servent simplement à montrer que la Révolution mondiale fut reconnue par certains et son déroulement futur prédit. Au moment de sa seconde apparition en Occident, les efforts de ces 3 hommes furent tout aussi vains à prévenir les ravages qui seraient provoqués plus tard par la conspiration, et c'est pourquoi les arguments de M. Barwell, Robinson et Morse présentent un intérêt particulier. Ce qui leur arriva trouve de manière plus concluante que n'importe laquelle de leurs propres paroles, la chose même qu'ils s'efforcèrent de démontrer, l'existence et la puissance d'une société secrète travaillant dans tous les pays au dessein destructeur qu'ils décrivaient. M. Barwell, Robinson et Morse furent couverts d'injures. À leur époque, les journaux n'en étaient qu'à leur premier balbutiement et appartenaient d'ordinaire à un seul homme, qui en était également l'éditeur. Il devait donc être beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui de prendre le contrôle d'une grande partie d'entre eux. L'attaque concentrée portée contre les 3 hommes, dès l'instant où ils dirent que l'illuminisme avait provoqué la Révolution française et qu'il existait toujours
démontré que même en 1797, les Illuminés contrôlaient de façon effective la presse en Amérique, en Angleterre et dans le reste du monde. Ce fut l'une des découvertes les plus surprenantes accomplies grâce aux recherches qui ont permis d'écrire ce livre. À mon époque, j'étais forcé de me rendre compte que ce contrôle existe et qu'un auteur qui écrivait sur la révolution mondiale dans l'esprit d'Edmund Burke verra toutes les voies de la publication se fermer à lui. Madame Nesta Webster relate la même expérience quand elle commence à écrire sur la Révolution au début des années 1920. Un célèbre éditeur londonien lui dit, ouvrez les guillemets, rappelez-vous que si vous adoptez un parti anti-révolutionnaire, vous aurez tout le monde littéraire contre vous. Elle dit qu'elle trouvera cela extraordinaire, mais constata alors par l'expérience que l'éditeur avait raison, et mon observation a été identique. Cependant, je pensais que c'était une condition apparue au cours des 30 dernières années, jusqu'à ce que j'étudie l'histoire de M. Barwell, Robinson et Morse. Je constatais alors que le monde littéraire dans son ensemble était tombé sur eux comme un seul homme en 1798, alors que la terreur était récente. Bien ne m'a si clairement démontré que la ligne qui part de l'illuminisme de 1789 pour arriver au communisme d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une ligne d'héritage. La même organisation poursuit le même but avec les mêmes méthodes et même avec les mêmes mots depuis l'origine des textes bibliques. Il y a une autre chose curieuse à propos de l'attaque envers ces trois auteurs qui avaient adopté un parti anti-révolutionnaire peu après qu'ils eurent attiré l'attention du public. Les attaques dans les journaux commencèrent, les attaques presque toujours anonymes. Elles utilisaient exactement le même langage, un double langage, que celui utilisé aujourd'hui dans les attaques semblables. Les trois hommes furent accusés d'entamer une chasse aux sorcières, d'être des fanatiques et des alarmistes, des persécuter la liberté d'opinion et la liberté d'enseignement, de déformer la pensée libérale et progressiste, et autre chose du même genre. Après cela, l'attaque se poursuivait en calomnie et insinuations haineuses, et j'ai souvent retrouvé certaines expressions récurrentes qui furent employées dans la campagne menée contre un membre du Conseil américain, M. James Forrestal, en 1747 et 1949. On disait leur vie privée dissolue et leur habitude financière louche, tout cela pour finir par l'insinuation familière qu'ils étaient fous. Cette insinuation est fréquente aujourd'hui dans les étapes culminantes d'une campagne contre n'importe quel personnage anti-révolutionnaire et anti-talmudiste. Elle est manifestement considérée comme une médecine particulièrement puissante dans le domaine de la diffamation. Cette forme particulière s'attaque pourrait trouver sa source originelle dans le Talmud, qui utilise contre Jésus. L'encyclopédia juive, dans son article sur Jésus, renvoie ses lecteurs à l'ouvrage d'un auteur juif qui, ouvrez les guillemets, est d'avis que les processus mentaux anormaux ont dû intervenir dans les propos et le comportement de Jésus. En résumé, ces attaques contre M. Barwell, Robinson et Morse utilisaient un vocabulaire politique limité, identifiable aujourd'hui à celui de la Révolution et de ses agents. Et ce vocabulaire est maintenant si rebattu qu'il doit être communiqué à toutes les initiés par quelques figures centrales de l'organisation.